Oui, je sais, c'est un petit peu bizarre de nettoyer son coffre avec un jet d'eau. Et le Puma est le seul à permettre ça parce que c'est le seul véhicule du marché à disposer d'un bac sous le plancher, totalement en plastique et nettoyable à l'eau. Donc c'est très pratique par exemple pour y loger des affaires sales comme ses bottes ou pour transporter des poissons rouges, que sais-je. Et en fait, ça fait une vraie qualité au Puma. Et en plus, Ford a bien entendu pensé à un bouchon d'évacuation. Je vais d'ailleurs vider ça tout de suite. Ce bac, il cube 80 décimètres cubes, ce qui porte le volume total à 456 décimètres cubes, soit l'une des meilleures valeurs du segment devant le Renault Captur et le Peugeot 2008. Sa profondeur permet de charger des objets hauts, des plantes vertes notamment, mais ce n'est pas le seul atout du Puma et Ford nous le rappelle avec un restylage. Lancé en 2020, le Puma SUV est devenu le best-seller de Ford en Europe grâce à des arguments chocs. Look dynamique, grand coffre, comportement routier agile, efficient moteur micro-hybride fonctionnant à l'éthanol ou avec une boîte auto double embrayage réussie, l'Américain est parvenu sans complexe à tenir la dragée haute au ténor de la catégorie que sont les Renault Captur, Peugeot 2008, Volkswagen T-Cross et T-Roc. Un succès incontestable qui a même poussé sa célèbre sœur aînée Fiesta à prendre sa retraite. À l'extérieur, pas grand-chose à signaler, hormis le déplacement de l'emblème dans la calandre, un emblème qui a parallèlement grossi, tandis qu'une nouvelle signature lumineuse en forme de C apparaît dans les projecteurs. A priori, pas grand-chose à voir donc, sauf qu'à l'intérieur, les changements sont plus notables. Il faut dire que l'habitacle du Puma manquait de cachet comparé à ses plus féroces rivaux, notamment en raison d'un design classique de matériaux quelconques et d'écrans au graphisme daté. Ford s'est donc penché sur ces aspects cruciaux. Et il faut reconnaître que les changements sautent d'emblée aux yeux. Fini le style un peu convenu du précédent modèle, le Puma adopte une grande planche de bord rectiligne un peu massive qui contraste avec l'extérieur tout en rondeur. Pourquoi ? Parce qu'il adopte de tout nouveaux écrans et notamment ce système multimédia géant de 12 pouces contre 8 auparavant. Alors bien sûr, ça ne plaira pas à ceux qui préfèrent conduire plutôt que de naviguer dans les menus. Et il faut reconnaître que le système est quand même plus lisible qu'avant, il offre une meilleure définition, il est plus simple à l'usage. Ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que vous aurez noté que la console de chauffage a disparu et que ce dernier se pilote exclusivement par l'écran. En plus, on a une application des smartphones sans fil. Petit grief qu'on aura, c'est parfois des temps de calcul un petit peu longs. On notera également l'arrivée d'une instrumentation numérique revue, posée sur la planche de bord comme le veut la tendance actuelle. Une instrumentation qui peut faire défiler différentes informations, l'ordinateur de bord, le fléchage du GPS notamment, et qui est très facile à utiliser grâce à des commandes au volant intuitives. Hélas, le Puma fait toujours appel à des matériaux de qualité assez moyenne. Ford a fait l'effort de nous mettre un joli tissu là sur la partie haute et un simili-cuir surpiqué en partie centrale. Mais pour tout le reste, on a du plastique dur, noir et brillant qui fait pas très cossu. Par ailleurs, les contreportes arrière restent à nu, contrairement aux contreportes avant. Pour le reste, pas de changement, les places arrière réclament toujours de courber les chines en entrant à cause de la chute prononcée du pavillon et la place est comptée au niveau des jambes au point qu'un passager de 1,80 m pourra avoir les genoux dans les dossiers du conducteur si ce dernier est aussi grand que lui. On appréciera néanmoins la garde-toit correcte et la présence de 2 prises USB et d'une 12 volts. Je vous vois venir, mais non, ce Puma ne s'abreuve pas d'éthanol. Bon, c'était déjà pas le cas avec les boîtes automatiques auparavant, mais quoi qu'il en soit, les versions à boîte manuelle ne pourront plus recevoir de motorisation flex fuel. De fait, les pleins à 40 €, c'est fini. C'est bien dommage parce que c'est ce qui faisait quand même le succès du Puma. Si vous voulez faire réellement des économies à la pompe, il faudra vous tourner plutôt vers le Renault Captur qui, lui, continue à proposer des motorisations fonctionnant avec un carburant alternatif, en l'occurrence le GPL. De fait, le Puma ne peut plus compter que sur son système de micro-hybridation pour permettre des économies de carburant. Contrairement à celui d'un Peugeot 2008, il ne permet pas de rouler épisodiquement en tout électrique, mais l'électromoteur épaule efficacement le petit 3 cylindres à l'accélération, après bien entendu avoir récupéré de l'énergie à la décélération. De quoi descendre sous les 6 litres au 100 sur le raison secondaire, voire même 5 litres au 100 quand on adopte une conduite économique. En revanche, en ville très embouteillée, il faudra plutôt tabler sur 7 litres au 100 km. Un ensemble mécanique plutôt sobre donc et qui a également le mérite d'assurer des performances suffisantes en toutes circonstances, les 125 chevaux permettant un 0 à 100 en 9 secondes 6. À défaut de se montrer très rapide et réactive, la boîte auto double embrayage se montre douce à l'usage. Dommage, aucun mode manuel n'est prévu pour choisir soi-même les rapports.
Si le moteur peut se montrer un peu bruyant à l'accélération, il sait se faire oublier à vitesse stabilisée et ne vibre pas. L'autre point fort du Puma, c'est son châssis, assurément l'un des plus plaisants et efficaces de la catégorie, loin devant même les Peugeot 2008 et Renault Captur. Alors on a une direction un petit peu légère qui manque un petit peu de ressenti, mais elle est très directe, très franche et elle agit sur un train avant réactif et accrocheur, même si là notre voiture est chaussée de pneus M+S qui manque quand même un petit peu de grippe, mais en termes de réactivité du train avant, ça reste une voiture assez exceptionnelle. Par ailleurs, le train arrière peut pivoter au lever de pied, donc ça c'est assez sympa quand on aime la conduite dynamique. En outre, les mouvements de caisse sont parfaitement maîtrisés, surtout sur cette finition ST. En contrepartie, l'amortissement se révélera un petit peu ferme. Dernier atout du Puma, c'est qu'il reçoit des aides à la conduite modernes. Cette version à boîte automatique peut ainsi recevoir la conduite semi-autonome de niveau 2. Et le Puma propose également un freinage automatique en marche arrière. Question tarif, le Puma n'est plus aussi amical qu'avant puisqu'on constate des augmentations de 1 200 à 1 600 €, soit 29 090 € pour une entrée de gamme titanium avec cet ensemble mécanique ou 30 590 € pour cette finition sportive ST-Line. Sans aucun geste commercial, le Puma se rapproche dangereusement d'un Captur micro-hybride fort de 160 chevaux, affiché 32 100 € dans sa finition Esprit Alpine, le Peugeot 2008 micro-hybride 136 chevaux restant bien plus coûteux en finition GT à 34 400 €. Grâce à ce restylage, le Puma se hisse à nouveau parmi les SUV les plus recommandables du marché. Remis au goût du jour grâce à ses nouveaux écrans, il représente une alternative tout à fait crédible face au Peugeot 2008 et au Renault Captur notamment, d'autant qu'il est bien motorisé, qu'il dispose d'un châssis réglé aux petits oignons et également d'un coffre très pratique. Reste à accepter des places arrière un petit peu petites et des qualités de matériaux assez quelconques.